Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir à ce webinaire qui est dédié à la présentation des résultats du nouveau panorama emploi-formation de la branche des organismes de formation. Alors, je suis Nicolas Schmitt, je suis chef de projet à l'Observatoire d'Acto et je vous accompagnerai tout au long de cette session. Et il est prévu qu'elle dure jusqu'à 13h45. Alors, avant de commencer, quelques considérations techniques pour introduire un peu sur ce type de webinaire. Vous l'avez remarqué, vos caméras, vos micros sont désactivés afin de garantir bien, la qualité de la diffusion. Vous n'êtes pas loin de 500 inscrits, on a passé le cap, donc on est très heureux de vous accueillir. Je sais que vous vous connectez au fur et à mesure, c'est pour ça du coup qu'on vous donne aussi quelques petits éléments techniques avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, le fil de conversation, lui, est également désactivé, mais vous pouvez poser vos questions à tout moment à l'aide du bouton questions-réponses. Il se situe en haut de votre écran, sur la petite barre où vous avez les éléments conversation, questions-réponses, participants, etc. Donc, vous cliquez sur ce petit bouton et vous arrivez du coup sur un petit fil de discussion, voilà, dans lequel vous pouvez poser vos questions à tout moment. N'hésitez pas à le faire. Voilà, vos questions seront soit regroupées et relayées à l'oral aux intervenants un peu plus tard dans cette session, soit traitées directement par écrit par Natacha Pierre, qui est déléguée à la branche, rattachée à Acto, soit par Émeric Eblin, qui est juriste dialogue social de la branche et qui assure tous les deux la modération. Alors là, pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, eh bien voilà, la démarche d'étude a été initiée par la sous-commission observatoire de la branche, donc la branche des organismes de formation, vous l'aurez compris, qui a confié sa réalisation au pôle observatoire d'Acto, que je représente donc, en partenariat avec le cabinet Q Associé. Alors pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Dalila Sidoum, qui est présidente de la sous-commission observatoire de la branche. Nous recevons également Anne Fabre, qui est vice-présidente de la même sous-commission observatoire. Et enfin, Julien Frayon, qui lui est associé au cabinet Q en charge de la practice emploi-formation. Voilà, alors du coup, je voudrais donner la parole à Dalila Sidoum. Bonjour Dalila. Avant que nous entrions dans le vif du sujet, en tant que président de la sous-commission observatoire de la branche, eh bien, en fait, quel message est-ce que vous souhaiteriez délivrer à nos spectateurs? Eh bien, merci Nicolas pour cette passation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la présentation du panorama formation de la branche des organismes de formation. Tout d'abord, je tenais à remercier Acto et le cabinet Q qui ont contribué activement à la réalisation de cette nouvelle édition. Et évidemment, un grand merci également à l'ensemble des plus de 1500 organismes de formation qui ont répondu à l'enquête. Évidemment, sans votre participation, vos retours de terrain et vos témoignages, il aurait été bien difficile de produire une analyse aussi riche. La réalisation de ce panorama est un exercice annuel et devenu au fil du temps un véritable outil de pilotage. Ce panorama a plusieurs objectifs. Dresser un état des lieux socio-économiques des organismes de formation, analyser les pratiques dans les entreprises et explorer de nouvelles thématiques. Et enfin, aider à positionner la branche, les entreprises et les salariés dans l'ensemble du secteur de la formation. Ce rapport constitue un repère essentiel pour les partenaires sociaux. Il alimente les réflexions stratégiques et il permet de prioriser les enjeux d'avenir pour notre filière dans un contexte, comme vous le savez, de transformation rapide, voire très rapide. Cette édition 2024 se distingue par plusieurs nouveautés, une analyse approfondie du marché de l'emploi, une observation fine des tensions de recrutement, notamment sur le métier de formateur, comme vous le savez déjà, une évolution encourageante de la mixité et de l'égalité professionnelle, vous le verrez, un focus sur l'employabilité des seniors, également sur l'inclusion et la formation des salariés en situation de handicap, et puis, cette édition met en avant la montée en puissance de certaines formations en santé, en sécurité, en commerce et en développement des compétences et j'en passe. Donc, ensemble, nous allons découvrir les principaux enseignements de cette édition et comprendre les dynamiques à l'œuvre, envisager les perspectives pour mieux accompagner les acteurs de la branche. Encore merci à toutes et à tous pour votre engagement et votre présence aujourd'hui et je vous souhaite donc un excellent visionnage. Merci Nicolas. Merci à vous, Dalila Sidoum. Bon, écoutez, sans plus attendre, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, puisqu'on est là pour ça.
Et pour ce faire, évidemment, j'ai le plaisir d'inviter Julien Frayon, donc comme je vous ai dit, il est associé du cabinet Q en charge de la practice emploi formation. Je l'invite du coup à prendre la parole pour vous présenter eh bien, les chiffres clés de votre branche, les clés de lecture du panorama, ses différents focus et toute information, j'ai envie de dire, qu'il convient de vous présenter pour que vous puissiez vous approprier eh bien, les principaux résultats. Bonjour Julien. Bonjour, merci Nicolas, merci Laïla pour ces éléments introductifs. Voilà, on voulait du coup, dans la présentation de ce panorama, revenir très rapidement sur les moyens qui ont été mobilisés pour la rédaction de ce panorama et puis bien sûr regarder les grandes tendances autour de la branche, autour d'un certain nombre d'indicateurs. Euh, socio-économiques, sur les organismes de formation, les chiffres d'affaires, les tensions également au recrutement. L'idée, c'est vraiment de vous laisser avoir la richesse de ce qui peut se trouver dans ce rapport et également de vous montrer tout ce qui est disponible à l'intérieur de ce rapport. Ça a été dit, l'objectif de ce rapport, c'est vraiment de comprendre un peu, de faire un état des lieux socio-économiques, de constater les grandes dynamiques des organismes de formation, d'analyser les pratiques des entreprises, d'explorer les nouvelles thématiques, de voir comment est-ce que ces thématiques évoluent également d'une année sur l'autre, et puis de positionner la branche, ces entreprises, ces salariés dans le grand secteur de la formation. Et c'est un secteur finalement qui se transforme, hein, qui fait preuve d'une grande capacité à innover, à s'adapter pour faire face à des grands facteurs d'évolution tels que la transformation digitale avec l'arrivée des intelligences artificielles, avec les notions d'individualisation de parcours, avec des exigences qualité qui sont toujours plus importantes, et puis évidemment le sujet de la RSE qui est pris vraiment à bras le corps par les professionnels et par la branche professionnelle. On l'a dit également, ce panorama se base sur une grande enquête qui a été menée pendant environ un mois et demi, dans laquelle on a eu plus de 1500 répondants. À nouveau, merci beaucoup, hein, pour votre mobilisation. Parce que voilà, on demande beaucoup d'informations dans ces enquêtes sur les caractéristiques de vos entreprises, vos données économiques, vos données sociales, vos éléments sur les politiques RSE. Et on l'a dit, l'idée, c'est d'arriver à avoir suffisamment de répondants pour avoir des éléments qui soient représentatifs, soit au global, soit de manière plus précise sur des sous-populations via des techniques de quotas. C'est un rapport qui comprend également d'autres données que cette enquête. Et finalement, au-delà d'avoir juste ces données d'enquête, on vient y associer des données de la statistique publique qui proviennent de l'INSEE, de la DARES pour les notions de tension au recrutement, de France Travail avec bien sûr l'enquête de besoins en main-d'œuvre, ou encore de TextKernel sur lesquels on base nos analyses d'offres d'emploi et qui rassemble l'ensemble des offres d'emploi du web pour regarder un petit peu comment ces flux d'offres d'emploi évoluent dans le temps. On remercie également Acto, hein, avec des données intéressantes concernant bien entendu la formation, comprendre les flux en apprentissage, en contrat de professionnalisation ou sur le plan de développement des compétences ou d'autres dispositifs qui sont financés via l'opérateur de compétences Acto. Dans ce panorama, donc, on reprend des chiffres clés, des données économiques, des données de marché de l'emploi, on l'a vu, des données sociales sur l'emploi de manière assez détaillée, et puis tout un chapitre autour de la formation, et en annexe, des éléments de positionnement de la branche par rapport au grand secteur de la formation. Dans les grandes tendances on est juste revenu du coup ici aujourd'hui sur quelques grands chiffres clés. Aujourd'hui, on compte près de 11 000 entreprises dans la branche, 11 000 organismes de formation. C'est un chiffre qui a été en évolution et notamment en évolution d'environ 3% pour les entreprises, 4% pour les établissements par rapport aux années précédentes.
Et puis en termes de salariés, on compte près de 94-95 000 salariés, également en évolution de près de 2%. Lorsqu'on regarde la formation donnée auprès des salariés dans la branche, on compte pas loin de 10 000 contrats d'alternance. Alors c'est environ 80% de ces contrats d'alternance qui sont en apprentissage et 20% en contrat de professionnalisation. C'est un chiffre qui est resté stable, hein, sur cette année 2023, en très légère baisse d'environ 0,2%. Et puis un engagement financier qui a baissé très légèrement de près de 3 millions sur une enveloppe globale de quasiment 95 millions engagés sur cette partie contrat d'alternance, et qui a baissé finalement en 2023 de 3% sur l'année. Et puis on voulait revenir sur le chiffre du dispositif du plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de 50, qui nous ramène à près de 8200 actions qui ont été délivrées, avec une forte augmentation de près de 55% par rapport à l'année précédente. Alors pourquoi 55%? Parce que il y a eu une augmentation simplement parce que il y a eu un transfert de certains dispositifs de l'un vers l'autre, et on a pu voir que entre le dispositif du FNE et le plan de développement des compétences, il y a pu y avoir ce type de transfert en termes de volume d'actions de formation dispensées et proposées via Acto. Je reviendrai juste sur du coup quelques-uns de ces chiffres pour aller encore plus dans le détail. Lorsqu'on regarde l'évolution du nombre d'entreprises ou du nombre d'établissements sur une série cette fois-ci un peu plus longue, on voit que cette évolution elle est constante. Alors ça s'est un petit peu accéléré entre 2020 et 2021. Aujourd'hui, ça tend à se stabiliser. En tout cas, il y a une progression qui a été constante sur cette série longue d'évolution des entreprises. Et on peut remarquer qu'en moins de 10 ans, hein, c'est quasiment 40% d'entreprises en plus qui ont été créées autour de ce secteur, qui révèle un vrai secteur, un vrai dynamisme dans le secteur de la formation. En termes de salariés, c'est pareil, ça a plutôt bien évolué lorsqu'on regarde les séries précédentes, des précédentes années, où finalement entre 2019 et 2022, on est passé de 95 000 à quasiment 11 000 salariés en poste, et donc sur les dernières années, une légère croissance d'environ 3%. Alors après, on vous avait remis tous les détails, hein, qui permettent de comptabiliser des salariés en fonction des différentes sources de données. Voilà, il peut y avoir des chiffres qui sont un peu différents en fonction de la photo qu'on prend à un instant donné, et puis de ce qu'on compte comme emploi, ou comme nombre de salariés, ou comme ETP au sein de la branche. On voulait revenir sur des notions de chiffre d'affaires. On sait que c'est des informations qui sont assez critiques, pour vous. Et à nouveau, merci de les avoir partagées dans le cadre de ces panoramas. Aujourd'hui, il y a quasiment 4 entreprises sur 10 qui considèrent que l'évolution du chiffre d'affaires en 2024 est plutôt stable. Et puis lorsqu'on essaie de différencier ce chiffre d'affaires en fonction des organismes de formation plutôt associatifs ou privés ou scope, on remarque qu'on a tout de même un secteur autour des organismes de formation associatifs qui est peut-être un peu plus pessimiste que les autres, qui du coup déclarent un peu plus être en baisse que le privé ou que les scopes. En tout cas, au global, on reste sur 4 entreprises sur 10 qui considèrent que c'est stable.
et 3 entreprises sur 10 qui considèrent que c'est en hausse, également en baisse. Autre élément intéressant, il n'y a pas forcément de distinction à avoir en fonction des modalités de formation, justement sur cette notion d'évolution du chiffre d'affaires. C'est pas la modalité de formation qui a un impact sur cette déclaration d'évolution du chiffre d'affaires, où on voit que en fonction de cette modalité, soit en visio, en présentiel ou en blended learning, les chiffres sont quasiment identiques, avec 6 organismes sur 10 qui déclarent une stabilité de leur chiffre d'affaires selon les différentes modalités qui sont proposées. On s'est également interrogé sur les grands domaines de formation qui sont ici répertoriés sur le graphique de droite, pour regarder ceux qui étaient stables et ceux qui bougeaient peut-être le plus. Ce qu'on peut voir, c'est que dans la majorité des cas, c'est quand même quelque chose qui est assez stable, ce qui permet d'indiquer qu'on est quand même sur un secteur qui est robuste et qui est mature. Et finalement, on a certains domaines de formation sur lesquels il y a un petit peu d'évolution, soit à la hausse, soit à la baisse. Et lorsqu'on regarde le top 3 des grands domaines qui peuvent bouger un petit peu, soit à la hausse, soit à la baisse, on va retrouver les domaines autour de la santé, du social, de la sécurité, du commerce, du marketing, de la finance, ou du développement des compétences au sens large, qui regroupe des éléments en termes de management notamment. Sur les grands domaines d'intervention, ça se concentre principalement autour de 3, et sans surprise autour des 3 que j'ai présentés précédemment, qui regroupent quasiment 50% des grands domaines de formation d'intervention principale lorsqu'on les additionne. On retrouve le développement des compétences, où on a une offre assez importante sur ce domaine, sur la santé, le social, la sécurité, le commerce marketing. Et puis vient ensuite les sciences humaines, l'économie, le droit, la gestion des organisations, les technologies de l'information, et donc tout ce qui est attrait au système d'information en sixième position. On voulait faire un focus sur les offres d'emploi. Comme je vous le disais, on s'est associé à TextKernel pour pouvoir avoir une analyse de l'ensemble des offres d'emploi. Et donc, on voit à peu près entre 90 et 95% des offres d'emploi du web en regardant ces analyses. Et c'est toujours intéressant d'avoir des données assez fraîches sur ces offres d'emploi pour regarder comment ça évolue. Bon, on voit globalement que la grande tendance, c'est quand même que l'évolution a été assez forte depuis 2018, entre 2018 et 2024, que finalement la crise sanitaire a simplement, on va dire, stabilisé le volume, mais que ça s'est pas complètement effondré, voire ça s'est rattrapé entre 2021 et surtout 2022. Et aujourd'hui, on est dans un état de régulation, de stabilisation finalement de ces volumes d'offres d'emploi entre 2023 et 2024. Et voilà, fort à parier que ça va rester dans cette zone, on va dire entre 140 000 et 160 000 emplois sur les prochaines années. En tout cas, on peut saluer une belle progression entre 2023 et 2024, et puis surtout une belle progression depuis 2018. Avec des métiers qui sont représentés autour d'assistants administratifs, de chargés de communication, de formateurs, bien entendu. Et un métier de formateur qui est particulièrement en tension. Alors, c'est quelque chose qui a eu tendance à augmenter, ce niveau de tension entre 2019 et 2021, pour atteindre son maximum en 2021-2022. Aujourd'hui, ça tend à se limiter, mais ça reste des niveaux de tension qui sont assez importants.
Et ces niveaux de tension, alors c'est des données qui sont issues notamment de la DARES, s'explique par différents facteurs qu'on a remis un petit peu là sur la droite, à la fois le manque de main-d'œuvre disponible et puis l'intensité d'embauche, c'est-à-dire le ratio entre d'un côté les offres d'emploi disponibles et de l'autre côté les demandeurs d'emploi disponibles sur le marché, où on voit qu'on a une intensité d'embauche qui est importante, avec près de 60% hein, des entreprises qui déclarent voilà, avoir des projets de recrutement qui sont difficiles lorsqu'il s'agit de recruter des formateurs. Et ce chiffre qui est particulièrement important en Pays de la Loire, puisqu'il monte à près de 73% des projets qui sont jugés comme étant des projets de recrutement, pardon, qui sont jugés comme étant difficiles sur sur ce métier de formateur. Euh, un mot sur la mobilisation de la formation par les salariés. On l'a vu, on a près de plus de 9000 contrats en alternance qui ont pu être signés sur l'année 2023. C'est quelque chose qui a eu tendance à se stabiliser. On l'a dit, près de 80% en apprentissage, 20% en contrat de professionnalisation. À la fois en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, ça tend voilà, à se stabiliser, et en termes de nombre et en termes de volume d'engagement financier, puisque voilà, d'un côté, on a baissé le volume financier de près de 4%, et de l'autre côté, on l'a légèrement augmenté de 7%. En tout cas, voilà, ça semble être quelque chose qui se stabilise avec à nouveau une enveloppe budgétaire de près de 95 millions d'euros engagés sur un an pour couvrir l'ensemble de l'alternance, l'apprentissage et les, euh, les contrats pro. Et puis, lorsqu'on regarde la formation mobilisée par les salariés, par les entreprises pour les salariés, voilà, on a pu évoquer que le plan de développement des compétences a été très largement mobilisé, avec près de 8000 actions de formation qui ont été mobilisées, près de 11 millions qui ont été engagés, avec du coup une augmentation assez importante, et en termes de nombre d'actions, et également en termes de poids financier, enfin, d'engagement financier. Et c'est un chiffre qu'il faut regarder aussi en regard de ce qui se passe auprès du FNE, qui pour le coup, lui, du coup, a baissé, et on le voit là en termes d'engagement financier, qui a baissé de quasiment 40%. Ça s'est finalement équilibré entre ces deux dispositifs. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu des enveloppes un petit peu exceptionnelles de FNE en 2000, autour de 2021, à la sortie de la crise Covid. Et puis voilà, un CPF qui a mobilisé près de 8 millions d'engagements, qui a été plutôt en diminution de 9%. Et puis des POEC qui, pareil, ont diminué un petit peu de 6% en matière d'engagement. Voilà ce qu'on pouvait un peu dire sur les principaux chiffres. Alors, on reverra après, mais voilà, je vous invite vraiment à aller dans le rapport qui va dans le détail de chacun de ces chiffres, qui va dans des éléments assez inédits d'analyse. Et finalement, ce qu'on peut redire, si on devait donner quelques points majeurs concernant voilà, cette branche d'organisme de formation, c'est que c'est à la fois un secteur qui confirme sa résilience et qui, malgré la crise, continue de croître, d'embaucher, de se transformer. Deuxième point, c'est que le métier de formateur est aujourd'hui un métier en tension, on l'a vu, et que finalement, paradoxalement, c'est un secteur qui, certes, forme, mais qui peine à recruter ceux qui vont former.
On l'a vu, troisième gros enseignement, c'est que bah voilà, il y a eu un rééquilibrage autour du plan de développement des compétences qui fait un peu son grand retour à l'aune du FNE, qui avait été une enveloppe exceptionnelle durant quelques années. Et puis on a fait aussi pas mal de focus, et je voulais revenir dessus autour d'une branche qui s'engage pleinement autour des enjeux de la RSE. Et donc, on a vraiment fait euh, trois focus, trois grandes thématiques qui ont été traitées dans ce rapport, à la fois l'égalité femmes-hommes, les sujets d'inclusion des personnes en situation de handicap ou l'embauche et le maintien de l'emploi pour les salariés seniors. Euh, et donc, bah voilà, vous retrouvez un certain nombre enfin, l'ensemble, pardon, de ces nouveautés au sein de ce rapport, avec par ailleurs tout un tas d'outils qui sont mis à disposition par la branche autour de ces sujets de RSE. Voilà, ce qui me pousse ouais, voilà, à évoquer le fait qu'on a une branche qui s'investit pleinement sur ce sujet et avec lequel bah, nous, on a plaisir en tout cas à travailler. Voilà ce qu'on pouvait évoquer sur le retour autour de ce panorama. Bien, écoutez, un grand merci Julien Frayon pour votre intervention riche d'enseignements et bien, qui nous permet désormais de mieux connaître la branche professionnelle des organismes de formation. En tout cas, voilà, j'insiste, vous l'avez fait, hein, je le lien sur le fait que voilà, la présentation qui vous est faite correspond à un format webinaire, hein, donc on ne peut pas présenter l'intégralité du rapport. Donc voilà, les éléments qui sont proposés aujourd'hui sont choisis, sont synthétiques aussi, et que l'ensemble des points, vous vous en doutez, sont largement abordés dans les détails, dans les différents livrables de l'étude, à savoir un rapport complet, une synthèse, une infographie également, et nous vous indiquerons en webinaire où les retrouver. Alors, il est question de temps-réponse avec les spectateurs, donc je vous invite toujours hein, à poser vos questions dans le volet questions-réponses, un petit bouton qui est dans le bandeau supérieur de votre écran. J'en ai eu deux à paramétrer. Je vais enfin, je vais me proposer à moi-même de répondre à la première question, qui est l'utilisation de la part conventionnelle n'apparaît pas. Qu'en est-il? Alors, c'est un élément qui figure dans le rapport, hein, évidemment, et je peux vous donner quelques éléments, puisqu'il me suffit tout simplement de le lire. Il y avait 6,1 millions d'euros qui étaient versés au titre de la contribution conventionnelle de branche en 2023, dont 2,4 millions engagés. Les versements ont été réalisés en fait pour moitié par les entreprises de 11 à 49 salariés. Et voilà, vous trouverez du coup, je n'en dis peut-être pas plus, parce qu'après vous avez des graphiques de répartition. Voilà, vous retrouverez ces éléments-là dans le rapport, page 66 précisément. Donc la personne concernée pourra se rendre à l'endroit indiqué pour retrouver les chiffres un peu plus détaillés. Donc voilà, je ne suis pas moi normalement la personne qui se pose des questions, enfin qui répond aux questions, mais voilà, je me prête aussi à l'exercice. Et je vais associer à cet exercice du coup Dalila Sidoum, hein, et Anne Fabre, que nous n'avons pas encore entendu pour le moment, que je ne vous ai pas non plus présenté, qui est la vice-présidente de la sous-commission observatoire de la branche. Bonjour Anne. Et voilà, Saxil et bien sûr Julien Frayon, maintenant que vous connaissez, que vous connaissez, eh bien, pourra également se prêter à l'exercice. Alors, Julien, j'ai une deuxième question qui vous a été adressée hein, dans le fil de conversation, à savoir, alors les chiffres présentés datent de 2022-2023. Est-ce qu'on observe déjà des évolutions de tendance, alors quelles qu'elles soient, hein, parce que la question est très large, sur 2025? Alors, je crois savoir hein, que les sources statistiques sont nombreuses et il me semble qu'il y a aussi une question de délai, de temps de production, qui fait que voilà, on n'a pas forcément des chiffres sur 2025 dont on obtient certains aussi par enquête pour obtenir des éléments les plus récents. Je vous laisse voilà, avec ces éléments pour apporter vos éclairages un peu plus précis. Oui, tout à fait. Bah, vous avez en partie répondu, Nicolas, mais en effet, sur les chiffres, c'est un peu toujours la course aux chiffres, notamment les chiffres de la statistique publique qui, voilà, prennent du temps à sortir, le temps qu'ils soient traités par les différents instituts, puis vérifiés, puis publiés. Donc, il y a toujours un petit peu un décalage.
finalement, il y a un chiffre sur lequel on arrive à avoir de la donnée quasiment chaude, entre guillemets, c'est les offres d'emploi, pour pouvoir regarder comment évoluent ces offres d'emploi. Et ça, c'est des données qu'on peut avoir quasi, pas quasi d'ailleurs, enfin, qu'on a mensuellement. Donc là, on s'était arrêté à 2024 et je crois que sur 2025, ça suit à peu près la même tendance. Mais voilà, c'est l'unique donnée qu'on peut avoir sur 2025. Et bah, nous, en tant que cabinet de conseil emploi formation sur ces sujets, on est très alerte sur les dernières données qui sont publiées sur la statistique publique, parce qu'on sait que, voilà, que, bah, ça intéresse forcément tout le monde, notamment pour ces enjeux voilà, parfois un peu de retard et de regard dans le rétro de ce qui s'est passé. Ok, merci. Une autre question pour vous, tant que je vous ai sous la main, hein, Julien, j'en profite. Vous avez évoqué tout à l'heure des difficultés de recrutement des formateurs, notamment dans les pays de la Loire, enfin en Loire-Atlantique, pardon. Est-ce que vous avez une explication pour ce phénomène? C'est une C'est bonne un peu une question. question piège, hein, mais parce que c'est une question Ouais, assez précise. Donc ouais, après, je ouais, me prête assez à l'exercice hein, déjà de ouais. poser les questions. Donc, Non, on n'a pas, on n'est pas allé regarder. Alors c'était en Pays de la Loire, en effet, que les, euh, les recrutements sont jugés difficiles et sur lesquels les recrutements sont jugés encore plus difficiles dans les Pays de la Loire à 73, à 73%. Non, c'est des données qui nous proviennent du BMO de France Travail. Aujourd'hui, non, on n'a pas qualifié d'explication particulière. je vais adresser ceci une autre question, alors qui n'est pas forcément tirée du fil, hein, le temps que... Ah, peut-être Anne, je vois que vous levez la main, Anne Pabre. Alors, Peut-être que vous avez je des levais éléments à la main compléter. juste pour rebondir un peu sur cette question des difficultés de recrutement des formateurs qui, on l'a vu dans d'autres travaux hein, qui sont liés à l'EDEC en cours, montrent que notamment les formateurs qui sont les formateurs techniques enfin, la question des recrutements des formateurs techniques est beaucoup plus en tension. Et donc, juste noter que la branche réfléchit à travailler avec d'autres branches sur la seconde partie de carrière et justement la question de l'intégration de formateurs seniors qui pourraient déverser dans la branche des organismes de formation finalement leur expertise métier et aménager des fins de carrière. Ok, merci beaucoup, Anne Fabre. Je vous laisse du coup baisser la main. Du coup, je reviens sur oui, la question que je souhaitais adresser à Dalila Sidoum. Une question, c'est notamment par rapport à la RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises. Je voulais vous interroger sur eh bien, en fait, qu'est-ce que fait la branche en fait des organismes de formation pour accompagner eh bien ces adhérents, enfin ces entreprises sur ce volet-là spécifiquement. Oui, merci Nicolas pour cette question. Eh bien, la branche, d'ailleurs, en partenariat avec Acto, accompagne les organismes de formation sur la RSE. Alors, il y a eu différentes choses de réaliser, hein, notamment un référentiel RSE de branche, qui est un document de cadrage et qui permet de situer les organismes de formation, d'identifier les enjeux, de fixer les objectifs, de mesurer la maturité des organismes de formation. Également un guide d'initiation pour les OF qui débutent dans la RSE. Donc, un guide qui se nomme Initier sa démarche RSE et qui donc propose un pas à pas, en fait. Qu'y a-t-il d'autre quel autre document intéressant pour les organismes de formation? Eh bien, un autodiagnostic et donc une évaluation de maturité. Donc, vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur le site d'Acto. Donc, l'organisme de formation peut se positionner pour savoir en gros où il en est, quelles priorités il peut se donner. Voilà, donc
une petite référence sur le site d'Acto. Et puis, ils peuvent également trouver la charte d'engagement, les plans d'action après le fameux diagnostic, hein. Donc, pour formaliser l'engagement et construire un plan d'action adapté. Mobiliser les salariés, inscrire également toute cette forme de RSE dans l'ingénierie pédagogique. Donc, je vous invite fortement à aller sur le site d'Acto, mais pas que, évidemment, sur le site de la branche également, puisque nous avons un nouveau site en ligne qui permet d'accéder à toutes ces informations. Et puis effectivement, Anne Fabre vient d'en parler, mais il y a également l'EDEC. Donc, si vous suivez un peu les travaux de l'EDEC, il y a également une grande partie sur la RSE. Donc, je vous invite également à rechercher sur le site d'Acto et le site de la branche. Voilà un peu ce que font la branche et Acto conjointement pour aider les organismes de formation à prendre en main la RSE. Merci Nadia Sidoum. Je vous en prie, Je Nicolas. reviens du coup vers Julien Frayon. Vous avez cité tout à l'heure 3 métiers en tension. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est les principaux métiers qu'on a pu identifier autour des métiers de la pédagogie, donc les formateurs techniques, les ingénieurs pédagogiques. Alors c'est particulièrement vrai dans le secteur technique ou numérique où les compétences évoluent très vite. Et puis peut-être on peut évoquer les fonctions support avec la gestion administrative de la formation, qui est un peu moins en tension, mais qui évolue elle aussi profondément. D'accord. Est-ce que dans ce prolongement, Julien, est-ce que vous avez des raisons qui pourraient expliquer les difficultés rencontrées dans le recrutement de formateurs? Un peu plus de détails à ce sujet. Les raisons, ce qu'on a évoqué, c'est vraiment l'intensité. C'est le fait que aujourd'hui il n'y ait pas suffisamment de formateurs qui soient disponibles sur le marché pour pouvoir couvrir l'ensemble des besoins. Et c'est la principale raison, le principal facteur qui explique les tensions et donc ce manque de main-d'œuvre disponible dans le secteur et sur ces métiers. Est-ce que selon vous, il y a des problématiques d'attractivité, de qualification, de mobilité, ce type, ou est-ce que voilà, est-ce qu'il y a vraiment un facteur particulier ou est-ce que voilà, c'est vraiment une pluralité de facteurs qui s'associent et qui concourent justement à cette tension? Ouais, aujourd'hui, on n'a pas regardé spécifiquement le sujet de l'attractivité, malheureusement, dans ce panorama. Euh, donc, voilà, je ne pourrais pas malheureusement m'avancer sur ce terrain-là. D'accord, merci. Par contre, je pense que vous pourrez, à la prochaine question, m'apporter une réponse plus précise. Notamment, on me demande si les chiffres présentés dans ce nouveau panorama incluent bien les régions en outre-mer, les DROM. Oui, il y a des éléments il y a des éléments sur les DROM. Alors, on peut parfois en avoir assez peu, notamment la statistique publique parfois ne couvre pas complètement. Mais on a essayé, tant que faire se peut, lorsque les données sont disponibles, d'avoir des données sur les DROM, avec des répondants à l'enquête qui ont en effet participé dans les DROM également. Donc, on a bien quelques indicateurs dessus. Ok, merci beaucoup. Je vois aussi dans le fil de conversation un certain nombre de questions qui se rapportent à des éléments administratifs. Voilà, par exemple des gestions, la gestion de dossiers ou autre. Je propose d'inviter du coup à nos échanges Émeric Heblin, peut-être, ou Natacha Pierre, pour nous renseigner sur les référents qui pourront répondre à vos demandes. Peut-être Natacha? Natacha Pierre, je vous rappelle,
et la référente de la branche au sein d'Acto, quoi. Natacha, est-ce que tu te prends la parole? Oui, pardon. Vous êtes Euh, un peu vous êtes un peu notre invité surprise, mais comme vous êtes référente non, j'étais voilà, en de la train branche au d'écrire. sein d'Acto, je vous laisse du coup apporter une réponse directement. Sans problème. Donc, juste pour tout ce qui concerne les questions administratives et les questions plus précises sur vos dossiers de formation, je vous renvoie à prendre contact avec vos conseillers au niveau d'Acto sur vos régions. Vous avez à chaque fois donc bien attribué un référent sur cette partie conseil au niveau d'Acto. Donc, voilà, n'hésitez pas à le contacter pour pouvoir avoir réponse à vos questions. Merci. Merci Natacha Pierre. Je vois Anne Fabre qui souhaiterait intervenir également, donc je lui donne la parole. Oui, c'était euh, traiter peut-être de cette question de la charge administrative. Effectivement, les organismes de formation euh, sont impactés par de nombreuses transformations, dont la transformation réglementaire. Effectivement, la charge administrative est toujours plus lourde. On a vu arriver avec la loi 2018 notamment les questions de qualité, les questions de contrôle. Effectivement, toutes les questions de reporting sont relativement lourdes et ont transformé les métiers. Donc, pour corréler avec le sujet des tensions en recrutement, la branche s'est questionnée justement sur l'évolution des métiers en lien avec ces évolutions réglementaires et a transformé un référentiel qui était le référentiel de l'assistant de formation voilà, a pris acte en fait de la transformation professionnelle et a renommé ce métier en gestionnaire gestionnaire de dispositifs de formation et donc a retravaillé sur un référentiel qui est actuellement déployé en expérimentation de dispositifs. 4 organismes sont en train d'expérimenter ces formations de préparation à ce CQP de branche. Voilà, et donc l'idée, ben, c'est justement de pouvoir résorber ces tensions de recrutement et de pouvoir également dans les nouveaux profils, pouvoir répondre aux besoins en recrutement qui peut être lié à un manque de main-d'œuvre, mais qui peut être aussi lié à une distorsion de compétences. Merci beaucoup. Bon, je vois que le temps passe, il est 13h42, donc il ne reste que quelques minutes. Donc on arrive dans la partie conclusive du coup de notre webinaire. Les livrables de l'étude, donc à savoir le rapport complet, la synthèse, son infographie sont disponibles et bien sur le site de l'Observatoire Acto, donc observatoire.acto.fr, dans la rubrique études spécifiquement. Donc vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran, donc vous pouvez la noter directement sur un papier, ou alors voilà, la retrouver dans le fil de conversation qui est dans quelques secondes. Alors vous trouverez bien sûr les nombreuses études réalisées pour votre branche professionnelle et puis l'ensemble des autres branches qui sont ressortissantes d'Acto. Acto dénombrant 27 branches professionnelles. Voilà, donc vous avez désormais à portée de clic une mine d'or d'informations. Merci Julien Frayon d'avoir été avec nous. Merci à vous également Dalila Sidoum. Alors comme vous avez bien pris la parole Anne Fabre tout à l'heure, je vous invite pour compléter les réponses aux questions qui nous avaient été adressées par nos spectateurs. Eh bien, je vous propose en fait voilà, en votre qualité de vice-présidente de cette commission observatoire, eh bien, de conclure ce webinaire voilà, quel message? C'est un peu la question que j'avais posée à Dalila Sidoum en entrée de ce webinaire. Voilà, c'est la même. Voilà, c'est quel message souhaiteriez-vous adresser à nos spectateurs? Ben, merci Nicolas, et merci Juliane pour la présentation. On espère que cette présentation vous a donné envie d'aller fouiller dans les données beaucoup plus détaillées, explicites des rapports que vous trouverez donc sur le site d'Acto. Donc vous l'avez vu, ce panorama, il a un intérêt dans sa récurrence en fait, à être mené tous les ans. Il nous apporte un éclairage qui est indispensable pour les opérateurs de la branche, ceux qui travaillent à la branche, parce qu'il est structurant pour pouvoir travailler des dossiers de fond.
mais il permet aussi aux organismes de formation et aux salariés de se situer. Et cet éclairage, il est d'autant plus important, nous semble-t-il, que notre secteur est en grande transformation. Donc, vous l'avez souligné dans vos questions-réponses, certaines données portent sur l'exercice 2024, notamment celle de l'enquête, mais aussi sur les exercices 2023, voire 2022. Et effectivement, notre secteur est tellement impacté par les évolutions réglementaires, les évolutions économiques, les évolutions technologiques, que ces impacts ont un effet très, très rapide. Et effectivement, il faut rester assez prudent sur la dimension prospective des éléments de ce rapport, même si la prospective nous aide à gérer le présent. Bon, je soulignerai peut-être deux aspects qui me paraissent importants, qui ressortent du rapport, et vous le verrez dans les détails. Julien nous l'a indiqué, le secteur est robuste et mature. Je pense que c'est en partie lié au caractère indispensable de ce service, au service des entreprises, mais aussi de la cohésion nationale. Cependant, il est fortement impacté par les politiques publiques et par la situation économique. Et on le voit, l'activité de formation dans le panorama, hein, l'activité de formation qui est dispensée aux salariés est en augmentation, alors que l'activité qui est dispensée aux demandeurs d'emploi est plutôt en régression. On le voit également dans vos réactions dans nos questions-réponses. Et on peut s'interroger sur l'accentuation actuelle de la situation actuelle politique et économique. Bon, cependant, on a quand même à se réjouir de quelques tendances de notre secteur qui effectivement montrent que on est peut-être dans une forme de maturité, hein, de branche, avec un investissement donc des partenaires sociaux de la branche sur les sujets de RSE et qui finalement amène d'ores et déjà à quelques résultats qui sont plutôt encourageants. Dalila l'avait dit dans son introduction, en particulier un accroissement de l'ancienneté, un recours qui est quand même plus important que la moyenne à la formation professionnelle de nos propres salariés. Également un engagement fort des entreprises dans la transition écologique, des sujets d'inclusion qui sont aussi en progrès. Donc, bien sûr, notre objectif est de rendre les prochains panoramas peut-être plus réactifs pour pouvoir s'adapter justement aux transitions fortes et donc de pouvoir faire en sorte que ce panorama soit un outil solide pour pouvoir faire progresser l'ensemble des entreprises et faire progresser l'emploi dans notre secteur. Voilà, donc vous l'avez compris, ce panorama, il est chargé de perspectives et donc je vous encourage fortement à aller le consulter dans ses détails. Et vraisemblablement, cette consultation vous encouragera à répondre toujours de manière aussi massive au questionnaire, bien sûr, qu'on ne manquera pas de vous réadresser pour les prochains panoramas. Donc, lors de votre consultation, vous aurez sans doute des réflexions et sans doute des remarques. N'hésitez pas à nous les faire connaître parce qu'ils vont nous faire progresser aussi dans nos manières de traiter les données et dans nos analyses. Donc, merci de vos retours qui nous permettront d'améliorer nos productions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Anne Fabre, et je remercie également notre invitée Natacha Pierre pour sa courte mais pertinente intervention. Et voilà, vous pourrez retrouver prochainement cette vidéo en replay sur le site de l'Observatoire d'Acto. Et il ne me reste plus qu'en fait, avant de nous quitter définitivement, de remercier les organismes de formation et leurs salariés, bien sûr, qui sont centraux dans les travaux, hein, les partenaires sociaux, les membres de la CPNEF, le secrétariat de cette commission observatoire, tout particulièrement Émeric Eblin, les équipes Tacto et toute l'équipe du cabinet Q, particulièrement Julien Frayon qui est intervenu ce jour et Alexiane Roland. Et bien sûr, merci à vous toutes et à vous tous pour votre écoute et votre participation. Je vous souhaite un très bel après-midi et je vous dis à bientôt.